et l'enrôlement des électeurs. C'est-à-dire le président ne sait même pas que l'enrôlement des électeurs fait partie du calendrier électoral. C'est une étape du calendrier. Le calendrier. Il n'était pas dans la posture d'un président qui représente un pays à valeur continentale, un pays aux grands enjeux. Il était dans quelle posture? Mais il était dans la posture d'un commentateur des réalités politiques, diplomatiques de son pays. Et là, nous pouvons placer le président de la République sur le même diapason d'un commentateur de football comme Kaboulov. Posons-nous la question. Qui avait donné l'ordre aux militaires congolais de se retirer et de laisser le groupe M23 s'y installer? Et pendant que le M23 s'est installé dans le territoire de Bunagana pendant plus de 3 mois, quelles a été les monnaies qui circulaient pendant ce temps? Quel est le drapeau qui flottait en ce moment-là? Qui a été l'autorité publique de l'État investie? Coco. Vous devez savoir que la roue tourne, mon vieux. Aujourd'hui, c'est vous qui prenez le pouvoir. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez arrêter les gens comme vous voulez. Mais il faut savoir que ce pouvoir va s'arrêter à un moment. Tshisekedi va partir. Il y aura un autre pouvoir qui les remplacera. Mais si vous vous comportez de cette manière, vous allez rendre le compte. Merci de votre fidélité à la chaîne Patrick Lokala TV. Abonnez-vous massivement. C'est avec beaucoup d'engouement que je présente cette émission parce qu'il y a un invité spécial qui va ramener les débats au plus haut niveau de la science. Des faits seront établis, des analyses seront avancées pour que vous ayez une idée sur la gestion de la chose publique par le régime Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est annoncé avec pompe le retrait du M23 par certains réseaux de communication de l'IDPS, bref, du régime Tshilombo, qui avance que le M23 serait en train de se retirer de Bunagana à la suite de l'arrivée des troupes kenyanes en République démocratique du Congo. Est-ce qu'un mythe ou une réalité? Est-ce qu'un mensonge ou une manipulation politique? Quid la réforme de l'armée? Parce que tout l'espoir du peuple congolais maintenant, à travers ses dirigeants, est porté sur l'arrivée de cette troupe kenyane. Quid les réformes qui devaient être opérées depuis l'arrivée de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir? Où en sommes-nous? Est-ce que la souveraineté de notre État sera essentiellement défendue par cette force régionale? Vous avez appris, tout comme moi, qu'au niveau de la Centrafrique, à notre frontière avec la République centrafricaine, les troupes rwandaises sont à la porte. À Kwamutu, les Teke et les Yaka s'affrontent. Est-ce qu'il va falloir mobiliser d'autres forces régionales pour que l'intégrité, la souveraineté du pays soit défendue par l'extérieur? Quid la durée, le calendrier des déploiements et la durée de cette force en République démocratique du Congo? Qui dirige cette force? Qui tient la stratégie de cette force? Je l'ai annoncé, j'ai analysé lors de mon émission qui sera diffusée avant celle-ci. La stratégie sera conçue au niveau de la communauté East Afrique à laquelle appartient le Rwanda. Est-ce que le Rwanda ne sera pas au courant de toutes les stratégies qui seront montées contre elle parce qu'au pays, on l'accuserait d'apporter un soutien au M23? Ce sont là des grandes questions que nous allons nous poser tout au long de cette émission. Volet judiciaire, la femme de Jama Kabunda fait l'objet d'une citation directe. Elle va comparaître, je crois, le 6 octobre. Nous allons y revenir. Est-ce un acharnement politique qui se poursuit contre la famille Kabound? On a vu lors du procès Kamere, Mamami d'être humiliée par le pouvoir en place. Est-ce que la série continue? Nous allons nous interroger tout au long de l'émission à faire Vindé Chimanga. Bref, dans 45 minutes, on va faire une émission qui va certainement vous plaire. Laissez-moi vous présenter l'invité du jour. Il s'agit de M. Manix Iyenda. Manix Iyenda, il est du parti politique Leadership et Bonne Gouvernance pour le Développement, LGD, le parti d'Augustin Matata Ponyo Mapon, un leader politique de l'opposition. C'est avec Manix Iyenda que nous allons analyser toutes ces questions d'actualité. Manix Iyenda, bonjour et bienvenue. Bonjour et un grand merci, mon frère Patrick Lokala.
Merci beaucoup. Vous êtes très apprécié par la diaspora, très populaire. Merci pas par votre élégance corporelle, mais par vos idées, par les analyses que vous avancez. Instant, c'est parti politique comme toujours, comme avant les LGD. Il n'y a pas d'implantation officielle depuis la descente de Kindu. Vous vous êtes arrêté à mi-chemin, il n'y a point d'installation, il n'y a que des réunions qui se multiplient en ma campagne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous retient ou que c'est dans le cadre de vos stratégies de déploiement sur le terrain? Je crois que pour ceux qui savent et pour ceux qui nous rapprochent, nous en tant que parti politique, ils savent que le LGD travaille. On fait un travail des titans, on fait un travail sérieux, un travail des ramifications souterraines. C'est-à-dire, le LGD est en train d'implanter les partis dans tout le coin zérécoin. Déjà que nous avions mis en exergue notre politique de proximité vers la base, vers la population, parce que cette fois-ci, nous disons le LGD dans chaque avenue, dans chaque quartier, dans chaque commune et dans chaque ville. Et donc aujourd'hui déjà, je peux vous assurer, le LGD est dans 10 provinces avec des comités exécutifs provinciaux installés. Déjà installés. Avec des bâtiments dotés. Et même ici au niveau de Kinshasa, nous avions déjà installé tous nos fédéraux, respectivement de district de la ville-province de Kinshasa, selon le 4 districts. Mais seulement par district, nous avons scindé nos fédéraux à 2 niveaux. Il y a la fédération 1 et puis la fédération 2. C'est-à-dire pour Kinshasa, nous avons pratiquement 8 fédéraux. Et donc, les partis s'installent, nous mobilisons en même temps, mais aussi nous travaillons dans le cadre de sensibiliser la population congolaise, de présenter nos offres politiques de qualité, d'évangéliser la bonne nouvelle du leadership et gouvernance de qualité que nous considérons comme la condition sine qua non pour migrer vers le progrès de la nation. Et donc le LGD continue d'être un parti politique sur qui nous pouvons compter. Je vous ai toujours dit, au-delà du fait que nous soyons un parti politique traditionnel, selon qu'il s'agit de tous les autres partis politiques au sein de l'échiquier politique national, le LGD c'est un ensemble de stratégies. Le LGD c'est une machine transformationnelle de la société congolaise. Le LGD c'est un incubateur des leaders. Le LGD est un réceptacle des idées républicaines. Le LGD c'est un parti africain parce que nous poursuivons le défi africain, surtout que le LGD c'est un parti conduit sous le leadership d'une personnalité africaine qu'on appelle le professeur Augustin Matata Mponyo Mapon. Et donc, au-delà du fait que nous pouvons être un parti qui propose les solutions pour le problème de la République, les LGD est la solution pour le pays. Très et bien. donc, aujourd'hui, nous pensons que les Congolais auront tout intérêt de venir nombreux, d'adhérer dans notre parti et d'accompagner la vision du professeur Augustin Matata Mponyo Mapon pour le conduire vers la magistrature suprême, parce que le Congo de demain, ce n'est plus le Congo de la tribu. Les présidents de demain, ce ne serait plus le choix de la tribu, le choix du polo, le choix de l'argent, c'est le choix de cerveau. C'est le choix de la qualité des idées et des idées qui peuvent réguler un Congo meilleur, un Congo de prospérité. Et donc, je pense que Matata, c'est le candidat idéal pour le Congolais d'aujourd'hui. On va voir s'il va être candidat président dans les jours qui viennent, si les choses seront un peu plus dégagées autour de lui. On va aborder d'autres questions d'actualité. Avant d'aller, parce on va jeter quand même des prémices. Manik Seyenda, vous avez suivi le discours du président de la République. C'est la première fois que je vous reçois sur ce plateau. Après le discours, le passage du président de la République au niveau des Nations Unies, la rencontre avec Kagame et toutes les déclarations que vous avez suivies, tout comme moi, quelle est votre analyse de tout ce que vous avez vu du passage du président de la République devant l'Assemblée générale des Nations Unies et aussi par rapport à son interview qu'il a accordée à France 24 et à RFI? Moi, quand j'ai suivi les présidents de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, du haut de la tribune des Nations Unies, du coup, je me suis rendu compte que le pays devient de plus en plus orphelin. Le Congo devient comme une équipe qui joue sans gardien. Parce que celui que nous avions vu du haut de la tribune des Nations Unies n'était pas dans la posture d'un président qui représente plus de 100 millions d'habitants. Il était dans quelle posture? Il n'était pas dans la posture d'un président qui représente un pays à valeur continentale, un pays aux grands enjeux. Il était dans quelle posture? Mais il était dans la posture d'un commentateur des réalités
politique, diplomatique de son pays. Et là, nous pouvons placer le président de la République sur le même diapason d'un commentateur de football comme Kabulo, Fouassa et ainsi de suite. Alors que le Congolais voudrait voir le président de la République comme un joueur qui marque le but en faveur de Congolais. Ce qui n'a pas été le cas. Mais regardez d'abord l'attitude de M. Tshisekedi à l'ONU. Regardez l'expression faciale, parce qu'il faudrait aussi faire des analyses psychologiques, des analyses comportementales, sémiologiques. Analyser l'attitude de celui qui parle et les contenus dégagés par celui qui parle. L'expression faciale du président de la République n'était pas une expression de quelqu'un qui était dans un désarroi, qui était déçu par le discours tenu par le secrétaire général des Nations Unies à 2 jours de la tenue de la 77e Assemblée générale. A demandé l'impression du rapport pour qu'on les remette aux membres du Conseil de sécurité afin qu'ils soient considérés à sa juste valeur. Non mais le président de la République avait loupé les plus bonnes occasions pour vendre son image dans le concert de nations. Regardez l'attitude de Zelensky. Il a dénoncé le Rwanda ouvertement. Mais l'Ukraine n'est pas un pays si grand que ça. Mais Zelensky, lorsqu'il se pointe devant les Nations Unies, devant l'Union européenne, il vient en t-shirt. C'est cela l'attitude de quelqu'un. Il est soutenu par les Français, les Américains et les autres. Non mais pourquoi pas la RDC être soutenue aussi par l'Afrique? Parce que nous disons que notre pays est un État solution. Si aujourd'hui on achète des armes, si aujourd'hui on fabrique les téléphones smartphones, à qui appartient les ressources naturelles? N'est-ce pas la RDC? Il n'y a pas plus longtemps que quelques mois passés, on avait organisé le forum d'IRC Africa autour de la batterie électrique pour l'avènement des véhicules électriques. Mais à qui revient le monopole en termes de ressources inquantifiables? C'est la RDC. C'est-à-dire que la RDC était dans une posture d'un État qui pouvait être soutenu par les autres États, mais à condition que nous soyons défendus par un bon manager. Pourquoi la RDC n'a-t-elle pas été soutenue? Non mais c'est parce que la RDC n'a pas une diplomatie managériale. Elle a une diplomatie agissante. Non mais pas du tout. La diplomatie de M. Tshisekedi, c'est une diplomatie des staticos. Vous avez vu l'attitude de M. Antonio Guterres, l'attitude de M. Macky Sall comme président de l'Union africaine. Il n'a même pas fait mention de la RDC. Il n'a même pas cité le Rwanda. Il n'a même pas considéré le M23 comme un groupe terroriste. Aucun État n'a fait allusion à la RDC. Même la France qui a reçu la RDC à quelques heures de la tenue de l'Assemblée nationale, la France n'a même pas fait cas de la RDC lors de son speech du haut de la tribune des Nations Unies. Et donc le Congo était isolé. Le Congo était abandonné à cause de celui qui représente malheureusement le pays aujourd'hui. Alors le Congo était très malheureux. Abandonné, mais juste après, le président Macron qui quand même... dirige le Conseil de sécurité actuellement aux Nations Unies, a reçu les 2 chefs d'État. Il s'agit du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président Paul Kagame autour de la crise sécuritaire dans la partie Est. Il a été décidé du retrait du M23 de nos territoires. Vous soutenez par ailleurs qu'on n'est pas soutenu. Mais c'est quand même lui qui dirige le Conseil de sécurité. La France est venue concilier les points de vue ou les vues des 2 pays protagonistes. C'est quand même un soutien de taille qu'on a apporté. Non mais écoutez, mon frère, ça c'est de la poudre aux yeux. La poudre aux yeux? Ça c'est de la cosmétique. C'est de la cosmétique. Il ne faudrait pas mentir. Et d'ailleurs, moi je voudrais que M. Tshilombo ne pense pas que la solution du Congo viendrait d'ailleurs. Mais regardez les relations diplomatiques du Rwanda avec la France. C'est une relation diplomatique à ne pas comparer entre la RDC et la France. Pour les relations internationales et bilatérales entre le Rwanda et la France, cela a coûté un bénéfice pour le Rwanda d'occuper la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Alors que c'est un pays anglophone. Alors que la RDC, c'est le 2e pays au monde le plus francophone après la France. Cela est dû à quoi? À notre faiblesse en termes de diplomatie. Prenez la relation du Rwanda avec les États-Unis. Les externalités positives, le Rwanda était membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et aujourd'hui, les États-Unis, vous avez vu le secrétaire d'État américain lorsqu'il était venu au Congo.
Et lorsqu'il était parti au Rwanda, accompagné d'une forte délégation des sénateurs américains. Ici, il avait tenu un autre discours. Là-bas, c'était un autre discours. C'est parce que M. Tshisekedi n'a aucun crédit, n'a aucun respect dans les concerts des nations. C'est comme ça que je vous dis, le Congo aujourd'hui devient comme une équipe qui joue dans une compétition mais sans gardien. Très bien, on va faire évoluer les débats, Manix Yenda. Alors, on a décidé du retrait du M23. Aussitôt, on serait en train de vivre, le retrait du M23. J'ai vu, tout comme vous, sur les réseaux sociaux, un réseau de communication proche du pouvoir nous dire que le M23 serait en train de se retirer des territoires congolais. Entre-temps, aucune source officielle ne l'a affirmé. S'agit-il d'un mensonge ou d'une manipulation? Mais ça, c'est une grosse manipulation. En réalité, ça devrait quand même faire la honte. Ceux-là qui divulguent ces genres de messages, ces genres de spéculations, ces genres des informations fausses, ils devraient avoir honte, même si cela était une réalité. Mais Kabila au pouvoir en 2013, face au M23, c'était l'armée congolaise qui avait vaincu le M23. Hommage au colonel Mamadou Ndala, paix à son âme. Hommage à notre général Baouma, paix à son âme. Des vaillants combattants congolais qui étaient chargés comme de chefs d'opération pour repousser le M23. Mais ici, on vous dit, d'abord, tenez, lorsque le M23 avait occupé le territoire de Bunagana, est-ce que c'était après l'affrontement avec l'armée congolaise? Je dis non. Et d'ailleurs, l'armée congolaise, selon les informations, s'était retirée. D'où la question. A été conquis sans combat. Le territoire a été conquis sans combat. Mais non, posons-nous la question. Qui avait donné l'ordre aux militaires congolais de se retirer et de laisser le groupe M23 s'y installer? Et pendant que le M23 s'est installé dans le territoire de Bunagana pendant plus de 3 mois, quelles a été les monnaies qui circulaient pendant ce temps? Quels sont les drapeaux qui flottaient en ce moment-là? Qui a été l'autorité publique de l'État investie? Qui prélevait le péage dans Bunagana? Qui exploitait les ressources naturelles de notre pays dans cet espace du territoire? Et aujourd'hui, on vous dit que le M23 s'est retiré de soi-même. J'allais quand même être d'accord si on nous disait que l'armée congolaise a fait un assaut, l'armée congolaise a combattu le M23 au point de les repousser. On dit que c'est à la suite de l'arrivée des troupes kenyanes. Cela, en réalité, explique la complicité de ceux qui dirigent le pays aujourd'hui. J'ai l'impression que le gouvernement de Tshisekedi est en corréité avec le groupe M23. Comment ça? Ils ont tenté d'ailleurs plusieurs dialogues, c'est vrai que ça n'a pas marché. Ah ouais. Parce qu'ils n'ont pas respecté de manière réciproque leur cahier des charges. Mais quel a été le contenu de leur cahier des charges que le peuple jusque-là ne comprend pas? Qu'est-ce que Tshisekedi avait promis au M23 qu'il ne réalise pas? Mais parce que le peuple n'est pas au courant de cela. Alors, ils vont faire leurs attentes, ils vont faire leurs accords, leurs conventions, alors que le peuple n'est même pas au courant. Et après, on va vous dire, le M23 s'est retiré de soi. Mais c'est honteux. Nous avons une armée. Vous avez vu lors d'une marche d'endurance ici, avec le bataillon garde républicaine, lorsqu'il disait Tata Mokonzi Mboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Pesabiso Mandoki, Tobengana Rwandais. C'est-à-dire l'armée est déjà debout. Mais qui dort? Le président de la République. Mais qui dort? Le gouvernement de notre pays. Vous avez vu la bravoure et le courage de notre peuple de l'Est. Ils ont osé même de fouler les pieds sur le territoire rwandais. C'était pour vous faire voir que le Congolais est déjà debout. Alors, le Congolais est vigilant. Mais seules les autorités du pays qui continuent de dormir. Manix Yenda, vous êtes quand même un juriste de formation et de profession. Il y a une question de fond que je vais vous poser peut-être plus tard. S'agissant de la force régionale, le chef de l'État a dit qu'on va mobiliser les bailleurs de fonds au niveau international pour financer
le fonctionnement de cette force régionale. Qui en est le responsable de cette force régionale? Qui est celui qui va concevoir des stratégies de défense? Qui dirigera la force régionale? Ce sont les grandes questions que les Congolais se posent. Et qui a autorisé à la force régionale de venir? Est-ce que l'accord qui a été signé à Nairobi entre les chefs d'État a été rectifié par notre Parlement, par l'Assemblée nationale, pour que cette force régionale vienne opérer en République démocratique du Congo? Voilà un certain nombre de questions auxquelles nous attendons des réponses, et j'espère que mon public aussi attend des réponses par rapport à ces questions. Je veux vous répondre de manière très simple à cette question. Vous savez, lorsqu'on est dans un cadre international, comme c'est le cas pour l'ONU, pour le cas des institutions régionales tout comme sous-régionales, les principes qui régissent les États, c'est les principes de l'égalité des États. Et lorsqu'on parle de l'égalité des États, c'est effectivement la reconnaissance de souveraineté de chaque État sur le même diapason. C'est-à-dire au sein de l'ONU, la souveraineté congolaise n'est pas inférieure ou supérieure à la souveraineté belge ou à la souveraineté française. Pourvu que chaque État assure sa propre souveraineté. C'est cela le principe. Voilà. Et l'exception à ces principes, effectivement, c'est pour des États qui obtiennent le privilège d'avoir le droit de veto. C'est l'exception à ces principes de l'égalité des États. Parce qu'il y a quand même le rapport de force qui s'impose aussi au niveau international. Exactement. Et lorsqu'on parle de la question de sécurité, la question de défense, la question de sauvegarde du territoire national, cette question relève à l'apanage d'un État. Parce que c'est une question de souveraineté. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle d'un État, pour qu'un État soit effectivement vivable, il faut la réunion de tous les éléments constitutifs, parmi lesquels l'attribut majeur, c'est les territoires. C'est-à-dire, lorsque le territoire est pris en otage par un groupe rebelle, l'État cesse d'être. L'inexistence de l'État s'arrête. L'État s'arrête. Il faut que cet État réagisse pour récupérer une partie du territoire prise en otage par une rébellion. Ça, c'est le premier élément. Ce qui n'est pas fait au Congo. Ce qui n'est pas fait. Voilà. Le deuxième élément, vous savez, quand M. Tshisekedi était à la tribune des Nations Unies, ce qu'il a loupé, c'était aussi l'occasion d'user ou d'utiliser, si vous voulez, la charte des Nations Unies qui prévoit la licéité de la légitime défense, c'est-à-dire la possibilité pour chaque État membre de l'ONU de répliquer lorsqu'il fait l'objet d'une agression venant d'un groupe militaire ou d'une armée conventionnelle. Vous n'avez pas besoin de demander à l'ONU. Hein? Non, mais lorsque vous êtes attaqué, vous avez le droit de réagir. Effectivement, c'est comme ça qu'on parle de la légitime défense. Exactement, vous n'avez pas, besoin de demander la permission à l'ONU. Encore que la légitime défense se fait sur base de la proportionnalité de la gravité de l'agression. Si l'agression a été militaire, vous devez rétorquer de manière militaire. Voilà. C'est cela. Des choses prévues, des choses simples. D'où la question. Pourquoi la RDC ne fait pas la guerre? Pourquoi la RDC ne fait pas la guerre? Pourquoi la RDC ne saisit pas les instances judiciaires internationales? Parce que déjà sur le plan diplomatique, nous avions échoué. Répondez à votre propre question. Donc c'est juste pour vous dire qu'il ne faudrait pas compter à la force régionale parce que l'armée... Attendez, pourquoi la RDC ne fait pas la guerre? C'est une question fondamentale. Non mais c'est parce que nous avons un gouvernement complice. Un gouvernement complice. C'est parce que nous jouons sans gardien. Pourquoi la RDC ne veut pas saisir les instances judiciaires internationales? Non, mais je vous ai dit, pourquoi la RDC accuse le Rwanda alors que les relations diplomatiques avec le Rwanda restent au beau fixe? Restent intactes. L'ambassadeur rwandais est là. Il mange même dans certaines terrasses ici à Kinshasa. Il circule librement. Mais accompagné par nos propres policiers. L'ironie du sort. Mais dites-moi, quel est le problème entre la RDC et le Rwanda? Qui va gérer la force régionale? Non mais, quand on parle même de la force régionale, dans cette force régionale,
Il me semble qu'il y a même des États à problème. Oui. Il y a des États. On a dit que le Rwanda ne sera pas là. Mais si le Rwanda ne sera Mais pas là... il est membre de la communauté qui envoie la force. Alors si le Rwanda ne sera pas là... C'est quand même ambigu. Mais du moins, le Burundi, l'Ouganda seront quand même là. Mais Antonio Guterres, il avait cité le cas de Burundi, n'est-ce pas? Ouais. Maintenant, et l'Ouganda également. Et en quoi l'Ouganda... Comme pays agresseur. En quoi l'Ouganda, comme pays agresseur, serait là pour apporter de la solution au problème du Congo? Félix Tshisekedi a dit lors de son interview que l'Ouganda est là dans le cadre de la mutualisation de forces contre les ADF. Les problèmes de Donc la réponse est là. Les problèmes de Félix Tshisekedi, c'est un président qui n'a même pas confiance en soi-même en tant que président d'un pays. Vous savez, quand on parle d'une armée, pour qu'une armée soit puissante, soit forte, il y a 3 indicateurs majeurs. Le premier indicateur, c'est l'effectif militaire. Et en termes d'effectif militaire, je pense que la RDC a déjà des acquis qu'il faudrait préserver à bon escient d'ailleurs, parce que nous sommes 5e pays en termes d'effectifs militaires en Afrique. Après l'Érythrée, après Soudan du Sud, après le Maroc et après l'Égypte. Parce que le Rwanda... Faudrait-il voir la qualité de cet effectif? Non mais ça c'est un autre fait. Voilà. Mais en termes de nombre, la RDC a un effectif plus supérieur que le Rwanda. Très bien. Parce que nous avons plus de 150 000 militaires. Le Rwanda à peine n'a que 33 000 militaires. Deuxième élément. Le deuxième élément, c'est le budget. Quel est le budget qu'on alloue au secteur de la sécurité et défense pour permettre à l'armée, effectivement... Celui de la défense, celui de la présidence qui a 1018 membres est plus costaud que celui de l'armée. Vous imaginez? Comment est-ce qu'on va acheter les armes? Comment est-ce qu'on va acheter des avions de guerre, des hélicoptères de guerre? Comment est-ce qu'on va équiper notre armée des armements lourds? Comment est-ce qu'on va former les commandos de guerre? Et comment est-ce qu'on va faire face à un État? Parce que vous savez, quand vous êtes dans un pays où la balance économique est très faible, conséquence logique, vous aurez une armée très faible. Troisième indicateur, c'est la formation. C'est en cela que je salue quand même quelques avancées significatives en termes de jalons posés par M. Kabila. Parce que Kabila nous a laissé une école de défense. Kabila nous a laissé quand même certains centres de formation militaire opérationnels. EFO, Kitona, et ainsi de suite. Très bien. Et donc aujourd'hui, il faudrait que M. Tshisekedi essaye de revenir vers l'intérieur, vers les stratégies nationales, pour voir comment est-ce qu'on peut renforcer notre armée. Comment est-ce qu'on peut allouer un budget conséquent pour subvenir aux besoins de sécurité et de défense nationale. Comment est-ce que nous pouvons doter à notre armée des munitions nécessaires. C'est cela la stratégie nationale. Mais aussi le fait que Tshisekedi soit isolé et abandonné dans la plaquette des États sur le plan international. Mais Tshisekedi devra rentrer vers le pays pour renforcer la solidarité et l'unité nationale. Est-ce que vous pensez, avec tout ce que vous avancez sur la réforme de l'armée, est-ce que vous pensez que ce pouvoir a les atouts nécessaires pour pouvoir mettre en place toutes ces idées, avoir une armée réellement bien équipée, bien formée, un effectif de qualité? Est-ce que vous y pensez vraiment, d'autant plus que vous voyez comment les gens se réjouissent de l'arrivée des troupes kenyanes, comme si ces troupes qui vont assurer de manière durable notre défense? Mon frère, quand M. Tshisekedi était allé aux élections, quand il avait accepté de participer à la compétition pour obtenir le bâton de la commande de ce pays comme magistrat suprême, c'était pourquoi? C'était pour protéger les Congolais. Exactement. C'était pour protéger les territoires congolais. Et pour ça, il a prêté serment devant Dieu et devant la nation. Devant la nation, ouais. Il a prêté serment, il a juré même de servir loyalement la République. Alors comment ne pas être capable d'assurer l'intégrité du territoire national? En quoi il est commandant suprême, comme la Constitution l'appelle? En quoi il est magistrat suprême? En quoi il est père de la nation? En quoi il est symbole de l'unité nationale? En quoi il est président de la République et chef de l'État? S'il n'arrive pas à protéger les intérêts des Congolais. C'est comme ça que nous nous disons. Comme le monsieur a déjà accusé ses fatigues, ok, en 2023, il n'a qu'à laisser le pouvoir
entre les mains de ceux qui sont compétents. Parce qu'on ne peut pas laisser le pays entre les mains de ceux qui ne sont pas en mesure de protéger les Congolais face à l'agression de groupes rebelles. Vous savez, moi quand je vois cette histoire de la RDC et le Rwanda, j'essaye quand même d'assimiler les cas à la vidéo récente que nous avions vue, cette vidéo virale qui a circulé sur les réseaux sociaux, d'un policier qui tirait sur le Kuluna. Et moi je vois le Rwanda comme ces Kuluna, comme ces bandits, ces voyous, qui menaçaient la RDC. Ils menacent la RDC en avançant. Il avance, il scie même sa machette. Et la RDC, je le prends à l'image de ces policiers. Il recule avec des plaintes, il recule avec des dénonciations. Mais du moment où le policier avait levé l'option de tirer sur le Kuluna, tout s'était arrêté. Non seulement le Kuluna s'est arrêté, mais il recule. Non seulement il recule en pleurant. Conclusion, en fuyant. Si M. Tshisekedi ne tire pas sur le Rwanda, Kagame avancera toujours. Ah, tu es sûr? Mais c'est Mais tellement est-ce que simple. vous pensez vraiment que Félix Tshisekedi, en dehors de dénoncer Kagame, peut faire autre chose que ça? Mais en quoi il est président de la République? Non, est-ce que vous y pensez qu'il peut le faire? Non, mais s'il ne peut pas le faire, il n'a qu'à laisser les tabliers. Il y a quelqu'un qui a dit, pour qu'on ait la solution au problème de l'Est, c'est-à-dire qu'il faut que l'M23 quitte définitivement le territoire congolais, il faut que Félix Tshisekedi se sépare de Paul Kagame. Non, mais Est-ce que vous lui donnez raison? Mais si le mariage a été consommé, le mariage entre M. Tshisekedi et Paul Kagame, si ce mariage-là a été scellé, je pense que c'était pour le bénéfice du peuple congolais. Mais aussi longtemps que le peuple congolais n'en veut pas, M. Tshisekedi divorçait de M. Kagame. Nous avions vu comment est-ce que vous avez chuchoté Kagame ici. Comment est-ce que vous l'avez tellement embrassé, Kagame, le meilleur frère, ami, c'est un frère, un partenaire fiable. Un partenaire fiable. Nous, quand on dénonçait ça, on nous a traités de haineux. Mais jaloux. Le peuple ne veut pas de ce mariage-là. Monsieur Tshisekedi, débarrassez-vous de Kagame. Kagame est très dangereux. Et vous-même, vous tirez les conséquences aujourd'hui. Si vous êtes là comme président de la République, c'est sur base d'un mandat que le peuple vous a confié. Alors respectez le peuple. Très bien, respectez le peuple. Il y a encore un autre problème. Quelqu'un a soulevé une autre hypothèse. Comment on va combattre le M23, le Paul Kagame et le Rwanda, pendant qu'il y a des rwandophones qui sont au gouvernement, qui sont à la présidence, qui sont dans l'armée. Il va falloir les dégager d'abord avant de penser combattre véritablement le M23 et chasser l'ambassadeur Karega qui s'est dit être congolais de par sa maman. C'est triste. Malik Seyeda, il y a un général qui a été quand même arrêté, le général Yav. Il est accusé, même par le président de la République, de comploter contre le Congo. Il aurait appelé Kigali pour qu'enfin on demande aux militaires congolais de faire pied levé. C'est l'expression que le président a utilisée lors de son interview. Faire pied levé et laisser libre champ aux troupes rwandaises déguisées à M23 de prendre le contrôle de la ville de Goma. Il est arrêté et jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas, on ne connaît pas la suite. Entre-temps, au niveau de la Centrafrique, l'ambassadeur congolais basé à Bangui a fait état de l'entrée au niveau de porte de Bangui, des frontières qui séparent Bangui à la République démocratique du Congo. On a signalé la présence de troupes rwandaises. À Kwamutu, vous savez comment le peuple Teke et Yaka s'enfrontent. Est-ce qu'on a encore le contrôle de notre territoire? Est-ce qu'on a encore le contrôle de nos frontières? Est-ce que la menace n'est-elle pas vraiment réelle pour pousser les autorités congolaises à prendre des mesures qui s'imposent? C'est-à-dire passer à la guerre, abandonner la diplomatie, parce que celle-ci a échoué sur toute la ligne. Bon, vous savez, votre question est une brochette qui contient beaucoup de morceaux. Très bien. Permettez-moi de décortiquer chaque morceau. Très rapidement. Je commence par la question du départ. Comment on peut repousser le groupe M23? Au-delà du principe de la légitimité défense que j'ai évoqué tantôt, la RDC peut aussi évoquer effectivement les principes de la réciprocité. Voilà. Nous sommes dans un cadre de la confrontation entre des États. Si
le Rwanda vous inquiète dès par des groupes rebelles qu'il semble manigancer sur le territoire congolais, mais créer aussi des groupes rebelles sur le sol rwandais. C'est cela la réciprocité. Est-ce qu'ils ont le temps de réfléchir sur ça? Est-ce que vous avez vu Kagame, lorsqu'il avait pris la parole à l'ONU, est-ce que vous avez vu Kagame se plaindre d'un groupe rebelle qui menace les territoires rwandais? Il était à l'aise. Il dit, bon, ce sont des problèmes qu'il faut trouver des solutions. Il ne faut pas jeter l'opprobre sur qui que ce soit. Il s'est en fou. On vous menace, il faut menacer. C'est le rapport de force. Il faut avoir les moyens aussi. Il faut menacer. Et les moyens se créent à travers les stratégies militaires nationales. Et c'est au président de la République, en tant que commandant suprême, de diligenter les stratégies nécessaires pour répliquer. Deuxième morceau de votre question. Affaire générale Yav. Moi je pense que, vous savez, quand on parle de la sécurité, quand on parle de questions de la défense, je crois qu'il faut être quand même sérieux. Les services de sécurité ne fonctionnent pas sur base de spéculation. Non. Non, mais il y a des éléments probants. Non, mais quels éléments probants? Le président que vous avez cité, lui-même a dit. Le président de la République. Il semblerait, mais c'est Chilombo, il semblerait que... Et puis il a affirmé à la fin. Il semblerait que les amis du général Yav l'avaient accusé. Et dans le propos du président, lui-même, il reconnaît de ne pas avoir assez d'éléments. Ouais. Mais si vous n'avez pas assez d'éléments, pourquoi vous pouvez prononcer sur cette question? Et surtout dans un média international. Mais on lui a posé la question. Comment voulez-vous qu'il dise que non, moi, je n'ai pas la réponse? Mais il fallait qu'il laisse la primeur au secret d'État. La primaire au service de sécurité et défense. Est-ce que le président est tenu de parler à tout moment? Encore que même quand il parle de quoi? Vous avez vu le président au sujet de l'état de siège. Lui-même, il est en train de vanter les résultats de l'état des sièges en disant que l'état des sièges a mobilisé les recettes, a renfloué les finances publiques de l'État, alors que cet état des sièges n'a pas été décrété pour cette cause-là. Non mais le but pour lequel l'état des sièges a été décrété, c'était deux objectifs. Le premier, l'instauration de l'État, de l'autorité de l'État sur le territoire de l'Est, Ituri et Nord Kivu. Deuxième objectif, vaincre la guerre. Bunagana est tombé sous état de siège. Chose grave. Bunagana est tombé sous état de siège. Mais on nous raconte quoi? Les présidents nous parlent de quoi? Encore que même si c'est une parenthèse qui n'a pas été retenue à l'ordre du jour, même quand le président de la République évoquait la question électorale, lui-même qui dit le calendrier électoral n'a pas assez d'importance, ça peut même intervenir en dernière minute. Ce qui est plus important, c'est l'enrôlement des électeurs. C'est-à-dire le président ne sait même pas que l'enrôlement des électeurs fait partie du calendrier électoral. C'est une étape du calendrier. Le calendrier vous sera publié à la veille. Le Congo est une équipe qui joue son gardien. Et il a aussi dit à propos des élections, on ouvre la parenthèse qu'on va... il a aussi même parlé de l'opposition. Il a dit avec le langage le plus désobligeant possible. La fameuse opposition a peur des élections parce que l'opposition sait que ces réalisations feront qu'il soit réélu en 2023. La fameuse opposition. Vous avez peur des élections parce que vous savez que le bilan est globalement, largement, très positif. Je voudrais quand même dire quelque chose à ce sujet. Parce que j'ai vu le président parler de l'opposition politique avec un langage très désobligeant. Mais Opposition à péter. Vous ne les ménagez pas aussi. La fameuse... Non mais écoutez... Quand vous dites par exemple, la RDC est une équipe qui joue sans gardien. Non mais... Quand vous dites... C'est une réalité, mon frère. Du président, il s'est transformé en un commentateur de football. Non mais ça c'est... Et lui, en réaction, il dit, mais vous êtes la fameuse... Ce que nous disons... Opposition et à péter. Ce que nous disons, ce sont des réalités évidentes. C'est des bonnes guerres. Il ne faut pas vous plaindre quand on vous appelle opposition et à péter. Non mais c'est que... Il ne faut pas vous plaindre. C'est que le président ne sait pas. Il ne sait pas que l'opposition dans notre pays est institutionnalisée. Non, il y a toute une loi. S'il vous plaît, laissez-moi avancer quand même. Mais alors, avancez. Il y a toute une loi portant statut de l'opposition politique.
Et même dans notre constitution, article 8, considère les activités politiques de l'opposition comme étant sacrées. C'est-à-dire le président de la République doit respecter la sacralité de l'opposition. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses. Vous savez pourquoi le président de la République dit « Vous respectez la sacralité de cette institution ?» Non, mais comment on va respecter la sacralité de cette institution alors que lui-même a désacralisé la République? Non, c'est de bonne guerre. Hein? Il a désacralisé la fameuse opposition. Non, mais lui, il dit que nous sommes une fameuse opposition à péter. Vous savez pourquoi il dit que nous sommes une opposition à péter? Pourquoi il le dit? Pourquoi il le dit? Parce que M. Tshisekedi, en réalité, il confond l'opposition d'hier à l'opposition d'aujourd'hui. Il pense que l'opposition faite par l'UDPS sur la rue, en cassant et en détruisant les édifices du pays, c'est la même opposition que nous devons faire aujourd'hui. Or, l'opposition d'aujourd'hui est composée à 80% de ceux qui ont géré le pays hier. Les hommes de veste. Prenez les cas, par exemple, pas la posture d'un opposant. Prenez, bonne mine, non mais bien habillé, en veste. Prenez les cas d'un regroupement politique comme le FCC, avec autant de partis politiques. Très bien. À la tête, le PPRD, un parti opposant. Le PPRD a assez construit. Il a construit des routes, il a construit des bâtiments, il a construit des édifices. Et donc le PPRD au format de l'opposition, tel qu'a été le cas pour l'UDPS, ne peut pas descendre dans la rue pour casser des choses que lui-même avait posées en termes de jalons. C'est un peu comme nous, le LGD aujourd'hui. Nous descendons dans la rue et que nous cassons l'immeuble intelligent que nous avions brûler les bus ou encore brûler les bus Transco ou détruire la société Congo Airways. Ça, on ne le fera pas. Cette opposition, on ne le fera pas. L'opposition d'aujourd'hui, c'est une opposition de gouvernance. C'est une opposition de gestion. C'est une opposition de communication. C'est comme ça que je fais appel à tous les communicateurs de l'opposition politique d'accélérer encore leur levier de vitesse. Avançons encore. Tirons encore sur ce pouvoir. Parce que l'arme de l'opposition d'aujourd'hui repose sur la communication politique. C'est comme ça que vous avez vu, par ces revolvers de la communication utilisés par Maman Marie, ça touchait la cible. Le président de la République avait réagi. La communication. Cette maman n'était pas dans la rue. Elle n'a pas cassé. Elle n'a pas insulté. Elle a utilisé la force verbale. C'est comme ça que Jimmy Kitenge a fait peur. Elle a demandé pardon. Non mais écoutez, ça c'est la tactique. Elle s'est ressaisie. C'est la tactique. C'est une maman, elle se bat pour les générations en génération. Elle ne bat pas pour elle-même. Aujourd'hui, Jimmy Kitenge est arrêté. Pourquoi? La force de la communication. Pourquoi on nous inquiète? Alain Bolodjoa, Manik Siyenda, Pius Romain Roland, Louis France, toi-même Patrick Lokala, pour des analyses objectives que tu fais par moment l'objet de poursuites. C'est cela la communication. C'est comme ça que j'en appelle à la responsabilité de tous les communicateurs de l'opposition politique. Appuyons-nous encore sur le levier de la communication et soyons sévères et rigoureux à l'égard de ces régimes des incompétents et des médiocres. On va finir par cette question, Manik Siyenda. L'opposition est à péter. La fameuse opposition, la femme de l'honorable Kabunda Kabound devrait se présenter devant son juge le 6 octobre. Entre-temps, le conseiller stratégique du président de la République est à Makala. Comment pouvez-vous analyser ces deux événements? D'un côté, un conseiller qu'on arrête pour des prétendus faits de clientélisme et de trafic d'influence. De l'autre côté, la femme d'un opposant du président de la République qui sera devant le juge. Est-ce que peut-on comprendre que la justice agit de manière équitable parce que des proches des présidents sont aux arrêts, mais aussi certains opposants qu'on accuse d'avoir outragé le chef de l'État sont aussi aux arrêts. Mais on ne s'arrête pas là. Même leurs propres épouses vont les accompagner dans cette optique d'arrestation. Non, mais au sujet de la femme de l'honorable Jean-Marc Kabound, on sait que c'est un acharnement. Un acharnement. C'est un acharnement. Donc dans ces pays, on ne peut plus arrêter les opposants. C'est pourquoi je voudrais m'adresser à la personne qui a déposé la plainte contre cette dame. Gekoko Mulumba. Notre Kouloutou, notre grand frère Gekoko. Vous devez savoir que la roue tourne, mon vieux. Aujourd'hui, c'est vous qui prenez le pouvoir. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez arrêter les gens comme vous voulez. Mais il faut savoir que ce pouvoir va s'arrêter à un moment.
Tshisekedi va partir. Il y aura un autre pouvoir qui les remplacera. Mais si vous vous comportez de cette manière, vous allez rendre le compte par le pouvoir qui va remplacer Tshisekedi. Au sujet du conseiller en matière stratégique, s'il n'était pas arrêté, s'il n'était pas mis en détention, vous allez crier non, voilà. Ah, mon frère. Favoritisme. Mais Didier Tshimanga n'est pas arrêté. Il n'est pas arrêté. Il est chez lui. Il est en congé politique. Où? Mais à Makala. Oh, depuis quand? Mais Makala, c'est une vacance politique pour les animateurs de l'Union sacrée de la Nation. Oh, mais il faut arrêter, Manix. Et Nilongondo était allé en congé à Makala. Quand son congé a pris fin, il est ressorti. Ils sont en vacances. Et je peux vous rassurer, quelques jours après, M. Vidier va sortir. Peut-être dans le prochain gouvernement, il sera peut-être nommé comme ministre de la République. Il sera blanchi. Mais parce que, vous savez, regardez, si la présidence avait vraiment besoin de sanctionner le comportement de Didier Tshimanga, la présidence comme service public de l'État, elle allait procéder par un acte de révocation. Vous savez pourquoi on ne l'a pas révoqué? Parce qu'on veut le protéger. Non, il a démissionné bien avant. Mais justement, la démission est un acte unilatéral qui dépend de la volonté de la personne qui démissionne. Il a démissionné après le communiqué de la présidence. Un communiqué de rappel des moralités. Alors que l'acte a été déjà consommé, sanctionné. Pourquoi on ne l'a pas sanctionné? Parce qu'on veut protéger son parcours administratif. Donc, parce que s'il est révoqué, il ne sera plus ministre. C'est une vaste blague. Non, mais la présidence a préservé sa brebis. Le président de la République a gardé sa brebis. Encore que, je voudrais peut-être chuter par là. Ouais, chuter. Il ne suffit pas au président de la République d'avoir des bons collaborateurs à ses côtés. Il suffit encore que le président de la République lui-même soit bon. Comment expliquez-vous cette nuance? Mais si le président n'est pas bon, comment il va avoir des bons à ses côtés? Parce que c'est lui qui fait les castings. C'est lui qui recrute. C'est lui qui nomme. Mais s'il nomme... Cette réalité est-elle évidente à la présidence? Mais bien sûr que oui. Le problème, c'est Tshilombo. C'est celui l'autorité des nominations. C'est celui qui choisit à ses critères à lui. Il a choisi les messieurs là, les DJ là, qui étaient venus pour la gestion de la francophonie. Il a détourné l'argent et il est rentré aisément, sans problème. On aurait appris qu'il a monté des boîtes de nuit en Europe. Le système Yaka Otoki, c'est comme ça que moi je dis, en réalité, Didier Tshimanga, c'est Félix Tshisekedi dans un autre corps. C'est blanc bonnet, bonnet blanc. Parce que Didier Tshimanga, c'est la reproduction d'un système voulu par celui qui l'avait nommé. Tshimanga, c'est Tshisekedi, mais dans un autre corps. Et là où il est à Makala, il est en congé. Quand son congé va prendre fin, il va sortir aisément. Peut-être qu'il sera mandataire demain, ou encore membre du gouvernement demain. Entre-temps, c'est l'argent de la République. C'est la République, c'est l'État qui est désacralisé. Les autres, dès qu'on a vu ça, honorable Vital Kamerhe, tout le monde a plein. Ça, il va plein belé, hein? Plein, oui, plein et belé. Mais les 53 millions de dollars de Congolais, du peuple congolais, où nous en sommes? Il a été blanchi. Akenara congé. Akenara ne congé à Makala. Congé Sili. Abimia continue à venir normal. Monsieur Sili. Manix Yenda. Un petit message à la population. Nagoyebisa la population congolaise, juste un petit message. Sous le premier mandat de M. Tshilombo, de l'Union sacrée de la nation des luttes de paix, le Congo est occupé par le groupe M23. Vous, Congolais, si vous osez de donner encore un deuxième mandat à M. Tshilombo, on passera de l'occupation à la balkanisation. Congolais, soyez debout. Congolais, soyez debout. C'est par ces mots que nous mettons fin à cette émission. Nous disons merci au maestro Derrick Loukeba qui nous a réalisé
Nous allons vous retrouver dans un tout nouveau numéro avec le même plaisir.